Ah, d'accord. J'ai l'impression que la qualité de vidéo est un peu meilleure cette fois, non? Vous pouvez me le dire. Vous pouvez m'entendre ou pas? Ah, ok, d'accord. Très bien. Ok, la dernière fois, on a terminé les deux premières questions dans l'exercice 2. Et c'est juste pour vous rappeler du résultat qu'on a déjà obtenu. Et donc, si on regarde les classes de concurrence modulo 3, on peut avoir un tableau comme ça. D'où on peut en déduire que x au carré est concurrent toujours à 0 ou 1, mais jamais 2. OK, c'est pour ça qu'on peut dire que si 3 divise x au carré plus y au carré, parce que la seule situation dans laquelle ça c'est possible, c'est quand 3 divise x au carré et 3 divise y au carré en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on va en déduire 3 divise y et 3 divise x. D'accord? OK. Et donc, maintenant, on regarde la question 3 ensemble. C'est juste un petit corollaire en utilisant les deux premières questions. Si on a ça, et donc on voit déjà que x au carré plus y au carré est un multiple de 3. OK. Du coup, ça tombe bien dans la condition de la question 2. C'est-à-dire que 3 divise x au carré plus y au carré. D'accord? Donc, d'après la question 2, on a 3 divise y et 3 divise x. D'accord? OK. Donc, maintenant, on peut dire que x au carré est divisé par 9. D'accord? OK, parce qu'on peut juste écrire x comme 3 fois 4. Et donc, x au carré est 9 fois quelque chose. Oui, oui, oui. On vient de commencer la question 3 de l'exercice 2. Ouais. Et donc, on peut avoir
9 divise 3 fois z au carré. Pourquoi? Parce que si 3 divise x, donc 9 divise x au carré. Et pour la somme aussi, et donc 9 divise 3 plus z au carré. Et ça, entre que 3 divise z. D'accord? OK. Et maintenant, on a déjà l'impression qu'on peut faire, ça toujours comme la récurrence. C'est-à-dire que maintenant, on voit bien que si on le divise par 3, et on a encore un multiple de 3. D'accord? Donc, on a l'impression que pour n'importe quelle puissance de 3, x est toujours divisé par 3 puissance un nombre quelconque. OK. Donc, comment on peut concrétiser cette idée? On veut l'écrire rigoureusement. D'accord? OK. Donc, on a déjà l'impression que la variation 3-adique de x est plus grand que n pour tout n, un nombre naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est forcément 0. D'accord? Okay. Parce que si x n'est pas égal à 0, on peut toujours trouver un n maximum tel que la variation de 3, la variation de x par rapport à 3 est égale à n. Mais dans ce cas-là, si on veut prouver ça, ça veut dire que x est égal à 0. Okay. Par convention, on dit que la variation de 0 est infinie, on peut le dire, pour tous les nombres premiers, en fait. Puisque 0 est toujours divisible par toutes les puissances d'un nombre premier. Okay. D'accord. OK, ça, c'est ce qu'on veut prouver. OK. En fait, on peut le faire par récurrence, ou on peut le faire par contradiction. On peut dire que ouais, si on suppose qu'il existe un n maximum, tel que la variation de 3, la variation de x par rapport à 3 est égale à n0, et on prouve qu'en fait, on peut trouver un n plus grand, c'est-à-dire qu'on peut trouver par exemple n plus 1, peut-être que x est encore divisé par 3 puissance n plus 1. OK, donc on fait comme ça. Mais en fait, c'est toujours la même idée. C'est juste l'impression qu'on veut prouver que en fait, x sur 3 est toujours divisé par 3, et on le fait encore et encore, et on voit que en fait, donc, ça, c'est divisé par n'importe quelle puissance de 3. OK. Mais donc, on peut l'écrire avec beaucoup de moyens. Par exemple, on écrit par contradiction. OK. OK. Donc, on suppose que il existe un n 0 tel que donc, ici, bien entendu, n0 n'est pas égal à infini. C'est un nombre naturel, tel que la variation de x par rapport à 3 est égale à n0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 3 puissance n0 divise x, mais 3 puissance n0 plus 1 ne divise pas x. Ça, c'est la définition pour l'évaluation. OK. Si x n'est pas égal à 0. Mais maintenant, OK, en fait, on peut déjà avoir cette question. En fait, on doit le supposer pour x et y en même temps. D'accord. OK. Parce qu'à la fin, en fait, c'est vrai pour x, y et z, les trois.
OK. Et ben, OK, bon, il existe. Merde. Donc, ça, c'est X. OK. Et donc, on peut avoir suppose, OK, maintenant on doit supposer le minimum. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on le divise par une puissance de 3, par exemple, disons 3 puissance nx. OK, on choisit, OK, n0. D'accord, OK. Et donc, on peut maintenant diviser cette équation par 3 puissance 2 fois n0. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un carré. Et donc, on sait bien que cette équation, pour tous les termes, est divisible par 3 puissance 2 fois n0. OK, d'accord. Donc, on a OK, mais maintenant, il y a encore une autre question, c'est que est-ce que ça, c'est encore un nombre pair? OK, mais c'est pas grave, parce qu'on peut aussi supposer que n0 est pair. OK, soit c'est le minimum, soit c'est n0 moins 1 qui est un nombre pair. Et comme ça, on peut... OK. Mais en fait, je crois que peut-être c'est un peu compliqué ce genre d'écriture. Mais si vous voulez, vous pouvez le continuer. Mais je trouve que peut-être c'est plus facile à l'expliquer directement par ce genre de contradiction. OK. OK, donc on va continuer ici. D'accord? OK, donc on écrit juste x comme 3 fois x1, y comme 3 fois y1, et z comme 3 fois z1. Et donc, on a bien une autre équation qui est comme ça aussi. Et donc, on peut en conclure juste de la même manière que 3 divise z1. D'accord? OK. Et on peut supposer que, par exemple, z1, 3 fois z2. Et après, on peut aussi conclure que 3 divise z2. OK. Du coup, 3 divise z1 et z est égal à 3 fois z1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 9 divise z. D'accord? OK. Et si on continue comme ça veut dire que 3 cube divise z. OK? Parce que comme ça, on peut prouver que 9 divise z1 et après 3 fois z est égal à 3 fois z est divisé par 3 au cube. OK. Donc comme ça, et on peut toujours faire comme ça. Et après, on sait que z est divisé par 3 puissance n pour n'importe quel n, un nombre naturel. Et donc z est égal à 0. Oui. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas fonctionner avec l'évaluation périodique?
Ouais. Par exemple, oui, comment faire? Ben, Ouais. si Oui, x, tu veux venir écrire? Ouais, si, très si bien, oui. x, Ouais. si x est divisible par 3, C'est X, ok, Divisé j'écris par 3. ce que tu. Oui, par. Par 3, Ouais, ça veut dire que V3 de x est supérieur ou égal à 1. ouais, Donc ça veut dire que V3 de x carré ouais. est supérieur ou égal à 2. Oui, Et pareil pour y carré. oui, Donc du coup, V3 de x carré plus y carré sera aussi supérieur ou égal à 2. ouais, exactement. Et donc du coup, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que V3 de x de z est supérieur ou égal à 1. Puisque x carré plus y carré égale à 3z. Ouais, D'accord? Et pour que ce soit supérieur ou égal à 1, il faut que V3 de z soit supérieur ou égal à 1, puisque la seule congruence, le seul z tel que z carré est congru 0 modulo 3, ouais, c'est z congru 0 modulo 3. ouais, Donc ça veut c'est dire que ça. 3 divise aussi z. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est ici. Ouais. Ouais, et après, ouais, du coup, ça, c'est ce qu'on a écrit ici par le locage d'évaluation. Et après, oui, Donc en fait, c'est-à-dire que V3 de z carré il est forcément supérieur ou égal à 1, on avait dit. Ouais, Et donc, du coup, ça veut dire que V3 de Z est aussi supérieur ou égal à 1. oui, Voilà, parce que si c'était pas supérieur ou égal à 1, on n'aurait jamais eu V3 de Z carré. Oui, du coup, ça, c'est ce qu'on a fait ici. Ah, d'accord. Oui. Donc, ça y est, on a plus besoin de prouver. Mais le problème, c'est que comment prouver que x est égal à z est égal à, D'accord. z est égal à 0? Ah, je pensais qu'on était à la question 3. Oui, c'est ça. Ok, c'est d'accord. Ok. En fait, ça, c'est ce qu'on a déjà prouvé. Donc, en fait, ouais, c'est très bien parce que ça, c'est avec le langage d'évaluation, oui. Oui, du coup, on a ces, c'est quand même bien d'avoir une révision sur comment on peut le formuler avec le langage d'évaluation. Et après, ce qu'on veut prouver, en fait, c'est un résultat plus fort, c'est-à-dire qu'on veut prouver que ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre naturel n. OK. Mais en fait, avec ce langage, on peut aussi le faire avec ce langage. C'est-à-dire on peut toujours augmenter ce chiffre en 1. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait ici. OK, d'accord. Et donc, ça prouve que, en fait, il n'y a pas de solution non triviale. Non triviale veut dire que non nulle, qui n'est pas égal à 0. Et du coup, la seule solution qu'on a pour cette équation est x égale à y égale à z égale à 0. D'accord? OK. Et pourquoi ça, c'est intéressant? Parce que ça nous donne déjà une idée du théorème de Fermat, le grand théorème de Fermat, qui affirme que pour, par exemple, ce type d'équation, x puissance n plus x y puissance n égale à z puissance n, il n'y a pas de solution non triviale dès que n est plus grand que 3. D'accord? OK. Et ça, on a encore un coefficient 3 là-bas. Et donc, c'est pour ce type de question auquel on s'intéresse. Okay. Et donc, et ça, c'est pour la question 3. Et pour la question 5, qu'est-ce qui se passe-t-il si on remplace 3 par 5 ou par 7? Et donc, on peut commencer ici par le même tableau. Par exemple, on fait juste modulo 5 d'abord. Et on voit bien que, donc, il faut juste écrire d'abord toutes les classes d'équivalence pour le reste de x modulo 5, et du coup, c'est de 0 à 4. Et après, on calcule le carré, c'est 0, 1, 4, 4 et 1. D'accord? Et du coup, on a 3 possibilités pour le carré, pour le reste de carré modulo 5. Et pour x carré plus y au carré, et du coup, on a trois solutions, trois choix ici et trois choix ici. Et on voit bien que c'est bien possible d'avoir tout le reste. Et le pire, c'est que si
ça, c'est divisible par 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste est 0. Et du coup, en fait, il y a plusieurs situations dans lesquelles ça soit vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ici, parce qu'ici, si on a x au carré plus y au carré qui est divisible par 3, on a forcément que 0 et 0, c'est-à-dire que x est déjà divisible par 3 et y aussi. Mais ici, non, parce qu'on peut bien avoir d'autres situations comme ça, où x au carré est concurrent à 1 et y au carré est concurrent à 4. Okay? Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le même argument comme on a fait pour la classe de concurrence modulo 3. Okay? Parce que c'est vraiment ici, on regarde ce qui se passe pour le reste de ce truc-là. Et on veut trouver les classes de concurrence pour X et Y respectivement. Par exemple, ici, 2 et 3 sont deux nombres intéressants, parce que si on sait déjà que X au carré plus Y au carré est conclu à 2 ou à 3, et on a juste un choix unique pour X et Y en termes de la classe de concurrence, d'accord? OK. Et pour module 7, okay. 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 Et donc, il y a juste 4 choix. On fait toujours le même tableau. On est très content parce que le seul endroit où 0 apparaît correspond à 0 et 0. Donc, c'est exactement comme dans la situation modulo 3, c'est-à-dire que si on voit 0 dans la classe de concurrence pour x au carré plus y au carré, on peut conclure directement que x et y sont congrus à 0. OK. Donc, c'est-à-dire que ici, si on remplace 3 par 7, ça nous donne le même résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution non triviale pour x au carré plus y au carré égale à 7 fois z au carré. Mais pour 5, ce n'est pas nécessairement le cas. Et on peut tout simplement construire un contre-exemple en prenant, par exemple, x égale à 2 et y égale à 1. D'accord? Okay. Je crois que c'est bon pour cette question. Vous avez encore des questions ou à distance, il n'y a pas de problème. En fait, je crois que cette question elle-même n'est pas très difficile, mais c'est vraiment la morale qu'on peut résoudre des questions en regardant la classe de concurrence, en fait. Si on se demande, par exemple, s'il existe d'autres questions que 0, pour l'équation x au carré plus y au carré égale à 3 fois z au carré, peut-être on ne sait pas vraiment comment on peut le faire. Mais avec cette astuce de concurrence, on sait bien qu'il n'y a pas d'autre solution. OK. En fait, oui. Je suis désolé, je n'ai pas compris. Tout ça, là? Oui, en fait, comme sur votre question, je n'ai pas écouté. Ah, d'accord, OK. Je vais rapidement résumer un peu ça. OK, ce qu'on veut prouver, c'est qu'en fait, z, et pareil pour x et y, est divisible par n'importe quelle puissance de 3. Et ça prouve que z doit être égal à 0. Sinon, il y a un nombre maximum tel que la variation de z est égale à n. OK, ça, c'est ce qu'on veut prouver. OK, du coup, en fait,
ça, ce qu'on veut prouver, c'est que la variation est ou moins 1. OK. Et après, on veut prouver que ça est ou moins 2 et après ou moins 3. OK. Donc, parce que la variation est ou moins 1, donc tout x, y et z, c'est pris comme des multiples de 3. Oui, et tout, c'est comme ça. Et après, on remplace juste x, y et z par toutes ces écritures-là dans l'équation. Et ça devient ça. Et Pourquoi Q? Qu'est-ce qu'il y a par là tout? C'est quoi Q? Ah non, c'est pas Q, c'est 9. Ah, 9, excuse-moi. OK. Ah, C'est d'accord, 9, plus clair 9, comme 9. D'accord. OK. Du coup, en fait, on a le même type d'équation, mais pour x1, y1 et z1. OK. Du coup, maintenant, c'est déjà très clair parce que la même méthode montre que la relation de x1 doit être plus grand que 1. Et du coup, avec ça, on sait que la relation de x est plus grande que 2. Okay. Après, on écrit x1 comme 3 fois x2, et après, on prouve que, que la relation de x est plus grande que 3. Ouais. Ouais, il y a une question à distance. Le 4, est-ce que c'est bon maintenant parce que je viens d'expliquer encore une fois? Il y a un camarade qui m'a posé la même question, presque en même temps. Okay. Oui, je crois que ça doit être bon. Hein? Okay. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. En fait, si on veut, par exemple, si on suppose que z, s'il existe une solution telle que z n'est pas égal à 0, parce que si z est égal à 0, on a déjà forcément que x doit être égal à 0, y doit être égal à 0. OK? Parce que les deux sont positifs, et si ça c'est 0, et du coup, ils ne peuvent pas être plus grands que 0. OK. Donc, si on suppose que z n'est pas égal à 0, on peut définir une équation comme ça. En fait, ça, c'est quoi? Si on le renomme les deux variables, par exemple, D1, D2, ça, c'est un cercle dans l'espace. OK. Et du coup, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il existe des solutions rationnelles veut dire que les deux coordonnées soient rationnelles. Okay. Dans ce cas-là, on a prouvé que en fait, il n'y a pas de solution. Juste avec les astuces arithmétiques, c'est-à-dire avec les classes de concurrence, parfois, en fait, la géométrie peut nous donner des informations. Dans ce cas-là, ce n'est pas très intéressant, c'est juste un cercle. Et il n'y a pas de point sur ce cercle tel que les coordonnées sont tous les deux rationnelles. Mais dans d'autres cas, en fait, parfois, si on regarde ce genre d'équation comme un objet géométrique défini dans un espace, parfois, ça peut nous donner d'autres informations intéressantes. OK. Dans cette question, ce n'est pas ce cas-là, mais je veux juste vous dire qu'en fait, on peut le traduire en une question géométrique, mais bien sûr arithmétique aussi, en définissant un objet comme ça. OK. Et je crois que c'est bon pour cette question. Et après, on regarde l'exercice 3. Okay. Exercice 3, en fait, oui, on doit le traduire d'abord en une question mathématique. Ça, c'est déjà très facile. Quelle est la prochaine fois où on pourra observer les deux comètes la même année? Okay. On suppose que c'est dans, par exemple, N ans. Et d'ici un an, on
on peut l'observer encore une fois. Et donc, et du coup, maintenant, on est à D0. OK. OK. Et l'année dernière, et, okay, l'année dernière, du coup, c'est parce que ça se répète tous les 5 ans. Et du coup, en fait, c'est la classe, du coup, c'est les classes de concurrence modulo 5 qui nous intéressent. Et l'année dernière correspond à la classe moins 1. D'accord? OK. On veut que n soit conclu à moins 1. Parce que si n soit conclu à moins 1, ça se donne toujours dans la même classe de concurrence modulo 5. Du coup, dans cette question spécifique-là, on peut observer la comète A. D'accord? Et pour B, c'est pareil. C'est les classes de concurrence modulo 8 qui nous intéressent. Et ça a été observé il y a 2 ans. C'est moins 2 qui définit la classe de concurrence pour l'apparition de cette comète B. Et du coup, en fait, c'est ce système d'équations qu'on veut résoudre. Ça s'appelle les équations de concurrence. Et je crois que vous avez déjà vu ça en cours. C'était par le théorème du reste chinois qu'on peut savoir s'il existe des solutions et à quel sens cette solution est unique et comment décrire toutes les solutions pour ça. Okay. Quelqu'un peut me dire quelle est la condition pour que OK, donc en fait c'est et ici P et Q sont deux nombres entiers, pas forcément premiers. Et du coup, ce genre d'équation s'appelle l'équation de concurrence. Pour N est conclu à A et N est conclu à B. Modulo P et Q B, modulo P et Q respectivement. Et du coup, sous quelles conditions on peut avoir une solution unique modulo de PGCD modulo, par exemple. OK, donc qui peut me dire? OK. Modulo quelle classe de concurrence? On me dit que ça a une solution unique. Oui, mais déjà, on doit... OK, d'abord, sur l'existence de solutions, qu'est-ce qu'on veut dire sur l'existence de solutions? Par exemple, si on prend juste T et Q n'importe lequel, et A et B aussi n'importe qui, est-ce qu'on peut toujours avoir une solution? OK, non, pas forcément. Quoi? Par exemple, on peut juste prendre P égale à Q, et du coup, bien sûr, il y a juste un nombre qui définit la classe d'équivalence telle que N est conclu à A. OK, par exemple, il n'y a pas de solution pour ça, d'accord? OK. En fait, donc, les choix pour A et B ont des restrictions, mais dans des situations idéales, par exemple, si on suppose que P et Q sont premiers entre eux, si le PGCD de P et Q égale 0, ça a toujours une solution. Et cette solution est unique modulo P fois Q. En fait, on peut généraliser ce résultat. En fait, on peut dire que si le PGC, par exemple, est D, ça a une solution. C'est seulement si en divisant, OK, en fait, c'était très simple, OK. Pourquoi ça, c'est une situation idéale? Parce qu'on peut toujours diviser P et Q par le PGCD, et du coup, on définit une autre, comment dire, une autre équation.
Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut aussi diviser, par exemple, cette équation de concurrence par le PGC de D. Okay. Et du coup, ça, il y a une question de est-ce que cet élément est inversible? Est-ce que vous avez déjà vu cette notion? C'est tous les éléments qui sont inversibles dans la phase de concurrence. C'est-à-dire que si on peut trouver A et B tel que A fois B est conclu à 1 modulo N, on dit que A et B sont inversibles. D'accord? Et du coup, ici, il y a une question de inversibilité. Mais dans la situation très simple et idéale, c'est juste ça. C'est si PGCD de P et Q est 1, c'est-à-dire que si P et Q sont premiers entre eux, on a toujours une solution unique modulo P fois Q. OK. Et comment on peut trouver cette solution? En fait, c'est comme dans l'algèbre linéaire. OK. On peut imaginer A et B comme les coordonnées pour N modulo P et Q, qui sont deux systèmes de coordonnées. Et donc, si on veut trouver, par exemple, d'abord une solution, peut-être que cette solution est conclue à 0 modulo P et est conclue à 1 modulo Q, et une autre solution de cette forme, et après, on fait juste la combinaison linéaire pour ces deux solutions. On peut bien avoir une solution. Pardon, c'est OK. Dès que qui satisfait cette équation-là. OK, d'accord. OK. Donc, il faut trouver, par exemple, non. OK. Si on a trouvé N1 et N2 qui satisfait ces deux conditions-là, leur combinaison linéaire avec les coefficients B et A sont bien les solutions pour ce système d'équation de concurrence. D'accord? Je crois que ça, c'est clair. Et du coup, maintenant, la question, c'est juste comment on peut trouver ça. D'accord? En fait, ça, c'est par l'algorithme d'Euclide qu'on a déjà vu la dernière fois, puisque P et Q sont premiers entre eux. Donc, en fait, on peut toujours trouver U et V telles que les combinaisons linéaires de P et Q avec les coefficients U et V égales. D'accord? Okay. Donc, maintenant, est-ce que c'est clair ce qu'on peut prendre comme N1 et N2? On peut juste prendre ces deux termes. Et il faut un... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Bon, oui, c'est ça. OK. En utilisant l'algorithme d'Euclide, on peut trouver U et V tel que UP plus VQ est égal à 1. Et du coup, juste ce terme est conclu à 0 modulo P et modulo Q est conclu à 1. Parce que ça, c'est juste 1 moins un multiple de Q. D'accord? OK, c'est pareil pour ce terme-là. Ça, c'est conclu à 0 modulo Q, parce que par la définition, c'est juste un multiple de Q avec. Et ça, c'est conclu à 1 modulo P, puisque ça, c'est égal à 1 moins un multiple de P. D'accord? OK, du coup, maintenant, on a le choix pour N1 et N2.
ça, c'est modulo la classe de concurrence. Ça, c'est modulo PQ. Mais en fait, on peut juste prendre, par exemple, N1 égale à UP et N2 égale à PQ. Et après, on fait la combinaison linéaire. Et ça nous définit une solution modulo P fois Q. D'accord? OK. Donc, maintenant, c'est juste comment on peut faire avec cette équation explicite-là. OK. En fait, je crois que ça, c'est ouais, ce qu'on a vu aujourd'hui dans le CC. Du coup, c'est une révision sur comment on peut faire euh, l'algorithme d'Euclide. OK, je vais écrire ici. OK, maintenant, les nombres en question, P et Q, sont 5 et 8 respectivement. Et donc, comment on fait l'algorithme d'Euclide? On fait la division et on trouve le reste 3. Et après, on prend le diviseur et le reste. Et en remplaçant 8 et 5 par 5 et 3. Et on fait la même chose, on fait la division, c'est-à-dire que maintenant c'est 5 ici, et le reste c'est 2, d'accord. Du coup, 5 et 3 sont dans la deuxième ligne ici. Et après, on prend 3 et 2, d'accord. Et on écrit 3 ici, 2 ici comme diviseur, jusqu'au moment où on obtient 0, d'accord. Et après, c'est 0, puisque on voit 1 déjà. OK. Et donc, comment on peut obtenir la relation pour 5 et 8 comme une combinaison qui fait 1? Du coup, c'est à partir de cette ligne, parce qu'ici, on voit que 1 est une combinaison binaire de tous les restes qui sont encore des combinaisons binaires de 8 et 5. D'accord? Et du coup, on remonte ce qu'on a fait. Donc, c'est à partir de cette ligne-là. En fait, on peut aussi faire, okay, fait comme ça, OK. On sait bien que 3, c'est le reste ici qui est la combinaison linéaire de 8 et 5. Donc, on remplace. Voilà, déjà, par. OK, non, c'est mieux de faire en vert. Déjà, ici, OK. 1, c'est 1 moins 2. Mais 2, c'est. Du coup, on remplace 2 par la combinaison linéaire de 5 et 3. Et du coup, maintenant, qui est le reste? OK, 3, qui est le reste dans la première ligne, et on le remplace par la combinaison linéaire de 8 et 5, d'accord? Et à 1, on trouve que ça c'est 2 fois 8 moins 3 fois 5. OK, d'accord. OK, du coup, en fait, l'idée c'est très simple, parce qu'à la fin, on a une ligne qui nous donne le TGCD de 5 et 8 comme la combinaison linéaire des restes qui apparaissent dans ce algorithme. Et on sait déjà que tous les restes dans ce algorithme sont, comment dire, par récurrence, les restes des diviseurs et à la fin, les nombres de départ. Okay. C'est pour ça qu'on remplace toujours le diviseur par le reste et on écrit comme une combinaison linéaire. Le diviseur ici, et à la fin, on peut forcément trouver 8 et 5. OK. Et du coup, ça, c'est un exemple de comment on a utilisé l'algorithme d'Euclide. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre comme N1 et N2? OK. On peut juste prendre. Du coup, c'est le 2, donc OK. Ici. OK. Tel que 6
satisfait ces conditions-là. Et moins 5. Satisfait cette condition. D'accord. Et du coup, maintenant, on fait juste la combinaison linéaire avec moins 1 et moins 2. Et ça nous donne une solution modulo 40. OK. C'est-à-dire que donc la prochaine fois dans cette question où on peut observer cette comète, c'est dans 40 ans, et après 40 ans plus 40, non, 14 ans, pardon. 14 ans, et après 14 ans plus 40 ans. D'accord? OK, je faisais toujours comme ça. Et du coup, ça montre concrètement comment on peut utiliser l'algorithme d'Euclide pour trouver les solutions pour ce genre d'équation de concurrence. D'accord. Maintenant, on a juste deux équations, c'est-à-dire qu'on a deux conditions pour n. Mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, trois lignes et trois nombres ici? Et en fait, on a des critères très similaires, c'est-à-dire que c'est le TGCD de ces trois diviseurs et 1, c'est-à-dire que les trois nombres sont premiers entre eux. Et on a aussi l'existence et l'unicité pour les solutions. Et du coup, ça, c'est l'exercice 4 qu'on va regarder. Vous avez déjà fait l'exercice en avance ou pas encore? Sinon, je donne un peu de temps à réfléchir. Et tu veux venir au tableau pour écrire l'exercice 4? Si vous n'avez pas encore des idées, je peux vous donner, OK, c'est juste ça, en fait, on a déjà dit ça. OK, en fait, si on ajoute un nombre, par exemple, 9, OK, ici, parce qu'en fait, on a déjà dit que les deux lignes ici, en fait, sont équivalentes à juste une ligne, puisqu'on a juste une solution modulo 40, c'est-à-dire que les deux veulent dire bien que n est conclu à 14 modulo 40. D'accord? OK. Du coup, en fait,
quand on résout ces deux lignes, en fait, ça me donne juste une ligne comme condition équivalente. Et après, si on ajoute une troisième ligne, en fait, disons par exemple, conclu à 1 modulo 9, c'est encore une fois euh, euh, des équations de la même forme, d'accord? Okay. C'est-à-dire que même si on a 10 lignes, c'est pareil, c'est juste, on regarde les deux premières lignes et ça nous donne une réponse qui est exactement de la même forme et du coup, on a juste, on continue comme ça et enfin, on peut rester juste en avant. Et la condition, c'est juste qu'on veut bien que la PGCD de 40 et 9 est égal à 1, d'accord? Donc, en fait, dans ce cas, il faut bien que le PGCD de n'importe quelle paire de nombres qui apparaissent ici est 1. D'accord? Donc, ils sont premiers entre eux 2 à 2. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel deux nombres ici, si le PGCD est 1, et on peut toujours avoir une solution unique. Mais c'est possible que le PGCD pour ces trois nombres est égal à 1, mais on a mais ils ne sont pas 2 à 2 premiers entre eux. Par exemple, le PGCD de 4, 4 et 9 est égal à 1. Mais on a 2 fois 4. Et du coup, bien sûr, si on a deux lignes, modulo 4, ou ici, par exemple, il conclut à 1 et il conclut à 2, il n'y a pas de solution. D'accord? Mais en fait, c'est vraiment pareil. Comme si on sait comment on peut faire avec deux lignes, et pour la généralisation, c'est très simple parce que c'est toujours la même condition. C'est juste que comment combiner ce qu'on a déjà trouvé avec la troisième ligne pour engendrer une autre équation et comment on résout cette équation. C'est exactement ce qu'on va faire dans l'exercice 4. Et après, dans la question B et C, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est pour trouver les éléments inversibles. C'est-à-dire que toujours ici, c'est n conclu à un nombre. Mais si on a multiple, par exemple, 10 fois x est conclu à 6. Donc, la question, c'est est-ce que 10 est inversible? Si 10 est inversible, modulo 14, on peut avoir x conclu à 6 fois l'inverse de 10. D'accord? Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et on doit trouver d'autres astuces pour le faire. Je vous laisse un peu de temps parce que je crois que vous avez juste vu ça vendredi dernier, c'est ça? OK, donc peut-être que vous n'avez pas encore... je ne sais pas encore à l'aise avec ce genre de calcul, mais...
Et qui veut venir écrire? Sinon, on le fait ensemble. Ok, je peux effacer tout ça. Ok. Ok, d'abord, on se demande est-ce qu'il existe vraiment une solution et est-ce que cette solution est unique, modulo un nom. Donc, d'abord, on peut faire les deux premières lignes. Le PGCD de 7 et 8 est bien 1. Celui de 7 et 8 sont premières pour eux. Donc, en fait, en regardant ces deux premières lignes, en fait, ça nous donne x conclu à, je ne sais pas, un nombre naturel n0 modulo 7 fois 8. Et donc, après, deux questions, ces deux lignes qu'on va résoudre. Et on voit bien que le PGCD de 9 et 56 est aussi 1, c'est-à-dire que le produit de 7 et 8 et 9 sont produits entre eux. Et ça me donne bien une solution unique sur le produit 7 fois 8 fois 9. D'accord? OK, mais pour l'algorithme, c'est toujours exactement pareil et que j'écris rapidement. Juste, on fait comme une autre révision, encore une fois, pour l'algorithme d'Euclide. Donc maintenant, il faut trouver d'abord, et du coup, c'est toujours le même processus, c'est très standard. Okay. 7 et 8, on trouve une combinaison linéaire qui fait 1, et après, on utilise juste les deux termes dans cette combinaison et on fait la combinaison linéaire avec les coefficients 3 et 1 et on trouve ce N0, d'accord? Et après, on fait la même chose et on trouve N, d'accord? Ok, on fait maintenant. Il faut juste trouver une relation, mais dans cette situation, c'est très simple, non? Puisque 8 moins 7 est déjà 1. Du coup, ça, c'est une combinaison linéaire de 8 et 7 qui fait 1, d'accord? C'est-à-dire que les deux termes sont juste 8 et 7, qui est conclu à 1 modulo 7, conclu à 0 modulo 8, et le moins 7, qui est conclu à 0 modulo 7, et conclu à 1 modulo 8. D'accord? OK. Et donc maintenant, on prend N0, qui est de faire là. 3 fois 8, plus 1 fois moins 7. D'accord? Ça me donne 17. Est-ce que 17 vérifie bien les deux conditions-là? Oui. C'est très bien. Et regarde comment on a fait. On a juste pris 3 et 1 comme les coefficients ici. Et on fait la combinaison linéaire avec ces deux termes, 8 moins 7. D'accord? OK. Donc maintenant, ici, N0 est égal à 17. Et du coup, ça, cette ligne-là, c'est juste la solution, toutes les solutions pour ces deux lignes. C'est-à-dire que ces deux équations sont équivalentes à une équation comme ça. D'accord? Du coup, maintenant, la question, c'est comment on fait avec ces deux lignes. C'est exactement pareil. J'écris ici. Il faut trouver d'abord une combinaison linéaire de 7 fois 8 et 9, qui fait 1. Et si on veut faire encore une fois l'algorithme d'Euclide. D'accord? C'est ça,
et le reste, c'est 2. Et après, on écrit le reste. Il y a déjà un qui apparaît ici. Ouais. Ouais, pour le processus standard, on doit se terminer par 0, mais on sait déjà que dès qu'on voit 1, c'est déjà bien, parce que ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Parce qu'on veut trouver une relation pour obtenir 1 à la fin. Et on remplace tout ça pour obtenir 56 et 9. OK? Donc, c'est ce qu'on fait. 1 est égal à non. Et ici, 2 et le reste dans la première ligne. Donc, c'est combien de 9? OK. 1 et après, c'est OK, bien. OK, d'accord. Et tout ça, c'est l'algorithme d'Euclide qui est très utile, parce qu'on l'utilise toujours pour ce type de questions, pour ce type d'équation. Et donc, maintenant, les coefficients sont 25 et moins 4. Okay. Donc, on prend N1, qui est une combinaison avec ces deux nombres. OK. Un astuce pour déterminer, OK, où est-ce que je dois. Parce qu'il y a ici, il y a 25 et moins 4. Et là, on a 56 et 9. Et est-ce qu'on fait 9 et 56 ici ou 56 et 9 ici? Et du coup, en fait, il faut savoir qui vaut 1 modulo 9. OK. Modulo 9. Modulo 9, ça vaut 1, d'accord? OK. Du coup, mais on veut que modulo 9, ça vaut 4. Et du coup, c'est ici qu'on va mettre le 4, d'accord? Et ça, ce truc-là, ça vaut 1 modulo 56 et ça vaut 0 modulo 9. OK. Du coup, c'est modulo 56. Le 17, là-bas, on va mettre ici comme coefficient. OK. Et ça nous donne la solution. Modulo le produit de 7, 9. Oui, c'est à partir d'où que. N1 ici. D'accord, OK. En fait, c'est exactement ici. Du coup, ici, ce qu'on a trouvé, c'est une combinaison linéaire de 7 fois 8, du coup, c'est 56, et 9, qui fait 1. Et du coup, les deux termes en question, c'est ça et ça. C'est-à-dire que 25 fois 9 est compris à 1 modulo 56, mais compris à 0 modulo 9. Et ça, ce terme-là, est compris à 0 modulo 56, mais compris à 1 modulo 9. Et du coup, ces deux termes sont les bases. C'est-à-dire que si on fait la combinaison avec ces deux coefficients-là, ça revient juste à exactement ce qu'on a fait là-bas. C'est-à-dire que, donc, ici, N1 satisfait bien cette condition. Et en fait, si vous avez compris ça, je crois ici, c'est juste pareil. C'est juste avec des nombres un peu plus grands. OK. Mais l'idée, c'est juste que d'abord, OK, si on voit cette type d'équation, d'abord, on trouve une combinaison linéaire de ces deux nombres qui fait 1. Et après, on prend ces deux termes dans cette combinaison et on les combine avec les coefficients ici qui nous donnent les conditions de concurrence. D'accord, OK. C'est juste le processus standard. Ça, c'est plutôt une révision sur ce qu'on a déjà fait, même s'il y a 3 lignes, mais en fait, c'est exactement la même chose. Juste en regardant les deux premières lignes comme une autre ligne d'équivalence. D'accord? OK, la question D.
déjà, on sait que ce n'est pas nécessaire qu'il y a toujours des questions, il y a toujours des solutions pour ce type d'équation. Par exemple, si on met x fois x, il y a 7 modulo 14, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que ça, c'est toujours divisé par 2. Mais on sait que dans la classe de concurrence, ça veut dire ça juste x fois x plus un multiple de 14. 14 est aussi un multiple de 2. Et donc, ça doit aussi être un multiple de 2. Mais 7 n'est pas un multiple de 2. Et du coup, ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que on s'intéresse à ce type d'équation aussi, parce qu'il n'y a pas forcément une solution d'abord. Et donc, la situation idéale, c'est que quand ce coefficient-là est inversible dans Z, modulo 14, et on veut bien diviser ce bis. Et diviser, ça veut dire juste qu'on multiplie les deux par l'élément inverse. Okay? Vous avez déjà vu cette notion d'élément inversible. Par exemple, dans Z, et même avec cette notion, ça c'est juste toutes les classes d'équivalence modulo 10. Et ça, c'est juste une étoile. Ça veut dire que les éléments qui sont inversibles, mais ici, c'est juste tous les nombres qui sont les premiers à 10. OK. Donc, c'est 1, 3, donc ça passe 5, 7, 9. OK, d'accord. OK. Si vous ne vous souvenez pas encore, vous pouvez lire le polycopier. Je crois qu'il y a ça. Mais bon, OK, ça c'est pour la question suivante. Pour la question B, ici, en fait, oui, on peut se demander est-ce que 10 est inversible dans 14? En fait, ce n'est pas le cas parce que 10 n'est pas premier à 14. D'accord. Okay. Du coup, en fait, déjà, on sait que ouais, on ne peut pas dire tout de suite qu'il existe une solution ou cette solution existe. Non, non, non. Mais par la définition, ça ne veut dire pas. Ça veut dire que conclu veut dire que leur différence est divisée par 14. OK? Est-ce que ça c'est clair? OK. Ça, c'est juste équivalent. OK. Si on écrit A est conclu à B, modulo C, ça veut dire que A moins B sont divisibles par C. D'accord? OK. Parce que si on veut que leur reste est le même modulo 14, et donc leur différence, le reste de leur différence est juste 0. D'accord? OK. Donc, c'est que 10 fois x moins 6 est égal à un multiple de 14. Et là, tous les termes sont divisés par 2. Du coup, on peut le diviser par 2. Tout ça, c'est des équivalences, d'accord? OK. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que modulo 7, 5 fois x est compris à 3. D'accord? Du coup, on a modifié ce nombre-là, okay, en divisant tous les termes par 2. D'accord? Donc, maintenant, c'est bien parce que 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc, 5 est bien un élément inversible dans Z modulo 7. D'accord? Okay. Juste pour vous rappeler, on a écrit Z sur Z, l'ensemble de représentants pour les classes d'équivalence. Par exemple, on peut prendre du 8 1 jusqu'à 7, 6. Et parfois, on met juste un petit tiret en haut pour dire que ouais, ça c'est un représentant, c'est-à-dire que ça c'est une classe d'équivalence.
c'est pas juste 0 tout seul. Mais bon, ok, mais on peut imaginer que ouais, il y a juste cet élément ici dans cet ensemble qui sont représentés par 0 et jusqu'à 6 respectivement. Ok. Mais parfois c'est pas la peine d'écrire le truc en haut. Ok. Et 7 est un nombre premier. Donc, en fait, toutes les classes-là, sauf 0, est inversée. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver, par exemple ici, le nombre en question c'est 5, on veut trouver un autre nombre. Disons, par exemple, 5 inverse, entre guillemets. On ne sait pas encore si cet inverse existe. C'est que leur produit est concluant à 1. Modulo 7. OK. Est-ce que ça, c'est bien le cas? Oui. Sur 5 et 7 sont promis entre eux par l'algorithme d'Euclide. Encore une fois, on peut toujours trouver une écriture comme ça. D'accord? Et ce nombre-là, c'est juste l'inverse de 5. Est-ce que c'est clair? Parce que modulo 7, ok, je vais écrire avec plus concret. Parce que 5 et 7 sont promis entre eux et que on peut trouver A et B en utilisant l'algorithme d'Euclide avec la combinaison linéaire qui est 1. D'accord? Et donc, A, on peut le définir comme l'inverse de 5 modulo 7. Pourquoi? Parce que 5 fois A est conclu à 1 modulo 7. C'est comme si on fait la multiplication, genre, par exemple, 2 fois 1 sur 2 est égal à 1. On dit que ça, c'est juste l'inverse de 2. D'accord? Du coup, c'est comme les nombres inversibles rationnels. C'est pareil. C'est pourquoi on appelle ça l'inverse de 5, parce que le produit est égal à 1. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on sait tout de suite tous les nombres qui sont premiers à 7 sont inversibles dans Z modulo, dans Z sur cette lettre. D'accord? Et du coup, dans ce cas-là, l'inverse de 5 est lequel? 3. Parce que 3 fois 5 est 15, qui est conclu à 1 modulo 7. D'accord? Et donc, on peut multiplier cette équation par 7, mais ici, par 3. Du coup, ça nous donne modulo 7. Modulo 7, oui. Et en fait, ça, c'est juste x. Parce que c'est 14 fois x plus x. Mais ça, c'est conclu à 0, modulo 7. D'accord? OK. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que cette ligne est claire? Parce que là, ça veut dire juste 7 divise 5 fois x moins 3. Et bien sûr, ça divise aussi 3 fois ce truc-là, d'accord? Parce que 7 divise ça déjà. Et donc, ça veut dire que 15 fois x et 9 sont dans la même phase d'équivalence. OK. Et 9 est conclu à 2. C'est pour ça qu'on écrit 2 au lieu de 9. Okay, mais c'est la même chose modulo 7. Okay. Donc, à la fin, on se ramène à une question comme ça. X est conclu à 2 modulo 7. Okay. Ça, c'est vraiment équivalent à cette équation de départ, de départiste. Okay. Mais pourquoi on préfère ce type d'équation? Parce qu'on voit bien que, par exemple, dans les questions qu'on a déjà vues, c'est toujours ce type d'équation pour lequel on peut avoir un algorithme facile
et standard à résoudre. Et du coup, dès qu'on voit une équation comme ça, la première chose à faire, c'est de le retraduire en une équation standard. OK. Et du coup, ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Et pour rappel, ça, c'est la notion de classe d'équivalence et les éléments investis. Et comment trouver les éléments investis? C'est encore une fois l'algorithme d'Euclide. C'est pour ça que l'algorithme d'Euclide est vraiment important. D'accord? OK. Okay. Oui, il est là. Vous avez encore des questions? À distance, c'est bon? Ouais. Est-ce que la qualité d'image est un peu meilleure cette fois? Parce que j'ai utilisé un autre webcam. Pas vraiment? OK. OK, dommage. Okay. Mais peut-être avec la vidéo que je vais télécharger sur YouTube, peut-être que ce serait un peu meilleur. OK, j'espère. OK. OK, encore des questions? Okay. Sinon, je vous rends vos copies de CC jeudi. Et je crois que c'est même pas la peine de parler de ce CC parce que c'est juste, c'est presque ce qu'on a vu tout le temps aujourd'hui, c'est l'algorithme d'Euclide. Okay. This morning I couldn't submit my work on this. Oh no, it's okay. You can just send me by email. Yes, I know that sometimes on Moodle there are some problems that you cannot submit directly. Yes, you can send me by email.